On en parle ce matin avec nos invités. Nadia, bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines. David Guiraud, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Bonjour. Et Agnès Evren, vous êtes députée européenne Les Républicains et vice-présidente de LR. Bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, évidemment, parce que vous avez été victime de menaces de mort. Absolument. Très clairement, sur un réseau social. Absolument, sur Facebook, en message privé. Alors, je voudrais d'abord qu'on distingue bien deux choses. Oui. Il y a des manifestants qui s'opposent à la réforme, qui s'opposent au 49.3. J'ai été la première à m'indigner ici sur le plateau, disant que le 49.3 était une marque de mépris. Il y a un mépris politique, un mépris social et un mépris vis-à-vis des Français. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une dérive extrémiste et qu'il y a des gens qui cassent, qui bloquent, qui vandalisent des permanences. Et cette violence, elle se traduit notamment par des menaces de mort sur la place publique. J'ai reçu donc un appel au meurtre, place de la Concorde, ta tête guillotinée. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et vous savez, des insultes, moi, dès que je vais sortir du plateau, je vais encore en recevoir. On en reçoit tous les jours, j'ai l'habitude. Mais si j'ai publié ce tweet ce week-end, c'est parce que j'ai considéré qu'il y avait une ligne rouge qui était totalement franchie. Quand on appelle au meurtre, est-ce que c'est normal quand on est élu au service du bien commun? Et donc, ce qui m'a sidéré, si vous voulez, c'est les commentaires suite au tweet que j'ai publié de gens. Allez voir les commentaires, il y en a à peu près moins de 1000, dont certains disent « vous l'avez bien cherché ». Quel est mon tort? Mon tort est tout simplement d'avoir dit que la motion de censure de Lyotte était vouée à l'échec parce qu'il fallait 30 députés les Républicains et que je pensais, samedi il y en avait 4-5, aujourd'hui il y en aura peut-être même 15, mais même ces 15 ne suffiront pas à faire adopter cette motion de censure. Voilà quel est mon tort. Alors on peut être en désaccord avec Emmanuel Macron, moi je l'ai été sur la méthode et je l'ai dit, on peut dire que le 49.3 était une marque de mépris, mais rien ne justifie un appel au meurtre. Et donc cette espèce de rhétorique insurrectionnelle de la France Insoumise, de la NUPES, encourage ce genre de comportement et ce genre de violence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai pas entendu Monsieur Mélenchon, qui se dit très républicain, condamner cet appel au meurtre. Vous êtes en train de dire que c'est à cause de nous si les gens vous appellent Non, à je dis qu'il y a une rhétorique insurrectionnelle. En plus, moi, j'allais faire un truc sympa, mais alors là, je ne m'excuserai pas, je condamnerai pas. Et bien voilà. Non, bah oui, bah, c'est clair. Attendez, vous prenez pour qui à dire que c'est la France Insoumise qui fait des menaces de mort? Moi, j'en reçois régulièrement. Vous faites partie de ceux qui, sur les commentaires, diront vous l'avez bien cherché. Vous êtes en train de justifier un appel au meurtre. moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai pas dit que vous l'avez bien cherché. D'abord, il y a deux questions, si vous permettez. Il y a ma question et ensuite la question entre guillemets. C'est pas une question, c'est clair. En fait, c'est moi qui l'ai menacé de mort. Presque. Ma question, ma première question, c'est d'abord est-ce que c'est quelque chose qui concerne tous les élus? Parce que les députés LFI, les députés Renaissance sont... d'accord. Moi, j'ai des dépôts de plainte pour menaces de mort par des groupuscules extrémistes, ultra pro-israéliens. Mais est-ce que vous faites néanmoins une distinction entre les menaces chez les élus? Non, il n'y a pas de distinction à faire. Moi, je suis un homme de paix. Mais par contre, je préfère aussi être clair. Moi, je suis pas là pour appeler au calme. Hein. Là, les gens sont en colère. Ah ben voilà, d'accord. Les gens sont en colère. Bah oui, il y a une différence entre appeler au calme et appeler à la violence. Moi, j'appelle pas à s'en prendre aux gens. Condamner ça. Mais après ce que vous m'avez fait, je condamnerai. Non, mais je vous le dis. Je ne vous ai rien fait. Je vous demande juste de reconnaître je ne condamnerai pas parce que vous avez fait dans la démocratie, c'est inadmissible. Moi, le chantage, ça marche pas. Reconnaissez-le. Vous savez, c'est pas gravissime. Vous avez le droit d'appeler au chaos. Il y a plein de choses qu'on peut condamner, mais moi je veux bien qu'on fasse la liste des choses à condamner. Hein. Parce que quand vous avez des jeunes femmes qui se font fouiller les parties intimes par des policiers en marge des manifestations, quand vous avez des menaces de réquisition, ce qui est illégal dans les raffineries, quand vous avez tout un peuple... Mais comment ça c'est illégal les menaces de réquisition? Ah oui, c'est illégal, une réquisition dans une raffinerie, c'est illégal. Ah bon, en octobre, elles ont pas été jugées illégales, les réquisitions qui ont été faites? Si vous regardez les principes de l'Organisation internationale du travail, c'est mais là on reste juste, on est précis, c'est pas illégal le fait de réquisitionner si on considère qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, juste pour non, pas de trouble à l'ordre public, c'est pas ce qui est relevé en général sur les réquisitions. Normalement, les réquisitions en octobre ont été jugées légales, monsieur Guy. Par la justice française. De quoi? Par la justice administrative. De quel secteur? C'est-à-dire de quel secteur? De quel secteur de la société les réquisitions? Vous parlez de quelle réquisition? Les réquisitions du mois d'octobre. De raffinerie. Bah oui, mais moi je vous dis, elles ont été jugées légales. Eh ben oui, mais moi je vous dis qu'il y a une bataille juridique à ce niveau-là. Aucune de l'Organisation internationale du travail. Il y a pas de bataille juridique. Juste, non mais disons les choses. Vous pouvez avoir ce débat. Je vous laisse avec Madame Evren, mais juste de dire que les réquisitions sont illégales. Si, mais je le dis, elles sont illégales. Vous pouvez le dire, mais dans ce cas-là, on regarde du droit international, elles sont illégales. Mais bon, moi je veux bien. Donc il y a ça. Vous avez en ce moment des menaces de réquisition de travailleurs. Vous allez faire quoi? Et on va les chercher chez eux, on va les forcer à bosser. C'est ça qu'on est en train d'expliquer aux gens. Donc moi je veux bien condamner, mais alors dans ce cas-là on condamne tout. Vous ne voulez pas répondre à ce que dit Madame. Moi je vais vous poser la question néanmoins. Est-ce que
on va dire, les invectives, les cris, les insultes parfois d'élus LFI encouragent une autre forme de violence. C'est une question. Bah, je sais pas, et les doubles bras d'honneur du Pont-Moretti. On peut poser la question aussi. Alors, on l'a posé d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a deux poids, deux mesures. Je suis désolée. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Moi, vous savez, ça fait le jour. Regardez, là, on est en train de parler de la réforme des retraites. On est en train de parler des gens qui sont en train de bloquer leur outil de travail. On parle d'un appel au meurtre. Eh ben, moi, je vous dis, là, la manière dont vous êtes en train de tourner le débat, c'est pas respectueux du travail. Vous savez pourquoi? Parce que moi, hier, mais si vous me permettez de finir. Non, c'est quand même dingue. Hier, je vais finir mon propos si ça ne vous dérange pas. Non, pas après cette logorée, je céderai pas au chantage. Mais quand bien même, je m'excuserai pas de propos, monsieur Guiraud, mais moi, je vous dis parce que là, on est en train de insultes, menaces de mort, on condamne. Enfin, je veux dire, c'est ça. Ne banalisez pas la violence, monsieur Guiraud. Vous avez pris l'habitude de banaliser la violence. Vous l'avez introduite dans l'hémicycle, dans vos propos et dans vos faits et gestes. Alors maintenant, ça suffit, monsieur Guiraud. Non, parce que quand on a des menaces de mort, monsieur Guiraud, on les condamne. Madame, et en ce moment, il y a des centaines de personnes qui sont en garde à vue pour des faits qui ne sont pas justifiés. C'est-à-dire qu'ils sortent de garde à vue. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes juge maintenant, vous êtes procureur, monsieur Guiraud. Oui, je sais, madame. Quand il n'y a pas de poursuite judiciaire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous remettez à mal notre état de droit maintenant. Après l'avoir fait pour nos institutions. Je vais vous apprendre quelque chose. Quand quelqu'un sort de garde à vue et qu'il n'y a pas de poursuite, ça veut dire qu'elle a été en garde à vue de manière arbitraire. Toutes les organisations internationales vous le disent. Parce que je sais que les gens qui sont en garde à vue. Oui, madame, j'ai des preuves. Vous condamnez la justice, vous condamnez la police maintenant, monsieur Guiraud. Après ne pas avoir condamné les violences, les menaces de mort. Non, parce que c'est malheureusement, vous nous avez habitués à cela, monsieur Guiraud. Parce que ça fait des mois qu'on n'arrive pas à parler à cause de vous. Ça fait des mois qu'on n'arrive pas à parler. Ça va s'arrêter dans un instant. Non, mais ils sont mal, hein, donc je sais. Non, on n'est pas mal. Non, je peux vous dire qu'on n'est pas mal. Si vous êtes mal, parce que moi je vais vous dire une chose. Hier, moi j'étais sur un piquet de grève, d'accord, avec des salariés qui sont en pleurs, qui sont en larmes, qui sont en larmes, madame, qui sont en larmes, parce que ça va leur bousiller la vie. Ce sont des actions politiques et pas syndicales. Vous avez des gens ce matin, je me suis levé, vous êtes qui sont là, ce sont des actions politiques. Tolérez pas des actions syndicales, madame. Tolérez qu'on finisse une phrase. À 4 heures du match, je me suis levé pour des salariés, madame, pour des salariés. Oui, vous n'êtes pas les seuls à rencontrer nos concitoyens, monsieur Guiraud. Vous n'êtes pas le seul. Mais c'est pas ce qu'ils nous disent. Je suis assez sérieux, en fait. Permettez-moi de finir, hein. Bien. Non, mais attendez, moi j'aimerais finir une phrase. Non, mais c'est peut-être trop demandé. Quand vous aurez fini de parler les uns sur les autres, en hurlant, sans que personne ne comprenne rien à ce qui se passe, sans respecter qui que ce soit, je dis ça pour vous deux, pardonnez-moi, je vous renvoie dos à dos tous les deux. C'est pas honnête ce que vous faites. Écoutez, je vous ai demandé 3 fois de vous arrêter parce que il me semble que c'est la meilleure. Je me suis arrêté quand madame a parlé. Arrêtons. Vous noterez que moi je m'arrête quand les gens parlent. Donc quand je vous dis que je suis à s'il vous plaît, monsieur Guiraud, une seconde. Sérieusement. Non, mais c'est pas sérieux ce que vous faites. Non, je suis pas d'accord. Non, là, attendez. J'essaie de rétablir le calme sur ce plateau. Oui, mais je veux bien être sympa, mais il y a des limites, d'accord? Alors, écoutez-moi, monsieur Guiraud. Donc j'essaie juste de rappeler ce qui se passe. Il se trouve que dans ce climat extrêmement tendu, lié à un conflit social, il y a en plus une accélération des menaces contre des élus. La question qui se pose ce matin n'est pas une question de savoir si monsieur Guiraud est responsable de quoi que ce soit. Pardon, madame Evren, mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Pardon, mais moi, ce que j'ai dit. Moi, je vous dis qu'il y a un appel au meurtre, vous l'attaquez directement. Vous l'attaquez directement. Ce que je vous dis, c'est que ce matin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en effet, la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'en effet, les élus se retrouvent, en fait, tellement au cœur de la mêlée que dans un jour et dans une semaine, il va y avoir un drame. Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que je peux répondre? Pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Chacun parle tranquillement, 30 secondes. Il n'y a aucun problème. Et après on y va. En train de parler, tout à l'heure, on m'a dit que j'allais menacer la République, que si les gens étaient menacés de mort, c'était de ma faute. Mais vous avez entendu ma question? Vous mettez tous les ingrédients sur la Vous avez entendu ma question? Je l'ai entendu. Je m'inquiète. Voilà. Oui, ben moi aussi je m'inquiète. Mais parce que vous savez, dans ce pays, il suffit juste pour les gens qui sont au pouvoir, d'un trait de plume pour mettre 2 ans de plus comme ça au travail sur la vie des gens dont ils ne pourront pas s'en remettre physiquement. C'est le corps des gens qui est en question, d'accord? Donc cette réforme, elle est violente, d'une part, mais surtout la manière dont on l'a fait passer. C'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'il n'y aura aucun vote à l'Assemblée nationale sur une réforme majeure qui concerne leur santé physique. Je suis désolé, c'est violent. Donc si vous voulez, là, ne pas avoir de menaces, c'est simple. Il y a juste à retirer la loi, ça va mieux se passer. Alors, c'est vous qui avez fait le choix de vous enfoncer dans l'autoritarisme le plus absolu. Madame Evren, vous avez entendu ce que dit monsieur Guiraud, qui dit au fond, la violence, elle ne vient pas de là, elle vient en premier de la façon dont cette loi menace les gens est lancée. Mais j'ai été, encore une fois, je le redis, moi je suis dans l'opposition. J'ai été la première à dire que le 49.3 était une marque de mépris vis-à-vis des Français, vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des syndicats. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il y a un discours insurrectionnel qui
au sein de l'Assemblée nationale avec des forces extrémistes qui encouragent ce type de violence. Je n'attaque pas, je ne vous attaque pas vous. Je dis juste que quand un député... Laissez-moi terminer, moi aussi je vais m'énerver. Je dis juste que quand il y a un député... S'il vous plaît. Quand il y a un député de la France insoumise qui joue au foot avec la tête d'un ministre, c'est l'horreur de la symbolique de la décapitation. J'ai subi ce message sur Facebook, vous ne l'avez pas subi, c'est moi. Et je vous dis encore une fois que ça ne m'a pas déstabilisé, ça ne m'impressionne pas, parce que tous les jours je reçois des insultes. Mais est-ce que de dire que la motion de censure est vouée à l'échec justifie un appel au meurtre? Donc ne me dites pas que j'attaque M. Guéraud, je dis que c'est inadmissible. Non, je dis que vous appartenez à un groupe qui encourage ce type de violence sur les réseaux sociaux. Monsieur Toussaint, est-ce que je peux répondre? Oui, mais juste un instant, si vous permettez, au passage, et vraiment je ne veux pas me plaindre une seconde, si vous saviez mais oui, j'imagine les horreurs que nous recevons quand on est à l'antenne sur ce plateau, de tout le monde. Hein. Par contre, tout le monde dans le même sac. Quand la ligne rouge est franchie, il me semblait évident que les Français se rendent compte du vrai visage des extrémistes. Voilà, parce que demain, si la droite républicaine disparaît, il ne restera que les extrêmes. Voilà, je le redis. Nadia, répond, s'il vous plaît. Oui, parce que juste pour rebondir sur les propos de M. Guiraud, qui attaque le gouvernement de blocage avec le 49.3. Le blocage, c'est vous qui l'avez instauré. La violence, c'est vous qui l'avez installé dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Moi, je suis désolée. Quand on ne peut pas entendre, écouter les propos d'une première ministre, quand elle s'exprime au sein de notre hémicycle, quand on ne peut pas écouter un seul mot alors qu'on se trouve dans la même salle qu'elle, parce que vous avez décidé de ne pas la respecter, de ne pas respecter l'institution, parce qu'il ne s'agit pas d'Elisabeth Borne, il s'agit de la première ministre de notre pays. Donc vous ne respectez personne, pas même vos collègues, pas même la présidente de l'Assemblée nationale et encore moins la première ministre. Donc le blocage, c'est vous, Monsieur Guiraud. Et quand on entend Monsieur Toussaint dire que le 49.3 c'est un mépris, moi je rappelle juste qu'il a été utilisé. Oui, je l'assume complètement. Juste pour rebondir, parce qu'il a été utilisé par l'ensemble des gouvernements qui nous ont précédés. Il doit être utilisé, il doit pas être utilisé systématiquement. Dans vos rangs ont décidé de sacrifier leur idéologie, leur ligne de parti pour des intérêts personnels. C'est encore la faute des LR. Mais tirez des leçons de ce qui s'est passé au lieu de rejeter la faute à chaque fois sur les autres. C'est quand même et si nous n'avons pas les unes sur les autres. Absolument, merci Monsieur Guiraud. Mais tirez des leçons de ce qui s'est passé. Non, mais j'étais en train de m'exprimer. C'est vrai qu'une fois, j'ai pas coupé qui que ce soit, donc moi aussi. Merci beaucoup. Et donc juste vous dire. C'est bon, on a compris. On a compris. Non, mais que la réforme que nous nous apprêtons. Et si je peux répondre. Il y aura un vote. Vous dites qu'il n'y a pas de vote. Il y aura un vote tout à l'heure sur la motion de censure qui découle de l'usage du 49.3 de cette réforme de retraite. Donc ne faites pas croire aux Français qu'il n'y aura pas de vote, tout comme vous avez réussi à instaurer dans la tête des Français qu'il n'y avait pas d'autre avancée sociale que les 64 ans. Merci. Non, mais si je peux me permettre, parce que je suis très... Voilà, je fais les choses comme on dit, hein, d'accord. Merci, Monsieur Guiraud. Mais de rien. Vous donnez pas cette air. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Non, mais on vous connaît. Moi, l'argumentaire que j'entends, j'ai l'impression d'être dans un film du genre OSS 117. Non, c'est vous qui faites des séries sur vous allez laisser vous exprimer. Non, mais Monsieur Toussaint, vous savez ce qu'il fait? C'est qu'après chaque intervention dans un plateau, il fait des séries sur TikTok, sur Facebook, pour nous faire croire que c'est comme ça que ça se passe. Sur les réseaux. Non, mais arrêtez de parler des séries OSS 117, c'est vous qui les jouez, vous en êtes l'acteur principal, Monsieur Guiraud. On va tenir le bâton, celui qui a le bâton, il tient la parole. Parlons sérieusement, s'il vous plaît. C'est ce qu'attendent les Français. Je suis tout à fait sérieux, mais je vais vous dire, mais vous m'empêcherez pas de faire une vidéo sur TikTok ni sur Twitter. Faites ce que vous voulez, mais dites pas n'importe quoi. Ah non, mais je dis pas n'importe quoi, je ne dis que ce que je dis moi. Monsieur Guiraud. Voilà, donc ce que je vous dis. Vous nous dites que nous sommes responsables du blocage. Je vous rappelle que la procédure que vous avez utilisée, la procédure parlementaire, elle permettait non seulement de faire qu'il y avait un débat que seulement en 20 jours, nous vous avons proposé d'ouvrir... Ah bah non, c'est pas suffisant, donc on est allé que à l'article 2. C'est suffisant pour... Bah oui, vous avez déposé 20 000 amendements, monsieur Attendez, excusez-moi, si je peux me permettre d'avoir un argumentaire. Mais dites la vérité. S'il vous plaît, madame, c'est pour vous. Moi, je... Là, vous vous rendez pas compte. La vérité, monsieur Toussaint, parce que je pense que les gens qui vous regardent, non, mais moi, c'est pas grave, ça me fait de la pub. Monsieur Guiraud. Oui, continuez, oui, bien sûr. En train de faire le spectacle que vous offrez, évidemment. Il n'est pas top. Allez-y. Donc, je continue. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez utilisé une procédure parlementaire qui fait qu'à l'Assemblée nationale, on avait seulement 20 jours pour décider d'une réforme qui concernait quand même 2 ans de la vie des Français. 20 jours, c'est un peu court. Sénat, 15 jours. Ensuite, on revient à l'Assemblée nationale. Il y aurait pu avoir un vote. Vous n'avez pas fait ce vote parce que vous étiez minoritaire. Minoritaire, madame. Et ça veut dire que les représentants de la nation, là, tous ceux qui sont sur les bancs, quand ils allaient aller voter sur le boîtier, c'est le vote contre.
la loi qui allait finir par sortir. C'est ça qui fait que vous avez utilisé le 49.3. Le 49.3 fait que la seule chose qu'on peut répondre, c'est la démission du gouvernement. Mais le vote de tout à l'heure ne sera pas un vote sur la loi. Il sera un vote sur est-ce que le gouvernement doit être censuré ou pas. Non, la Constitution ne dit pas que c'est sur la loi. Monsieur ça, il sera sur le 49.3. Je vous invite à relire la Constitution. Ah mais non, j'ai pas besoin. C'est que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour une des premières fois, c'est peut-être même la première fois de son histoire de la Ve République, une réforme des retraites va être adoptée sans vote à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains de nos députés vont voter la motion parce qu'ils ont été privés d'un vote sur une réforme qui va impacter des dizaines de milliers de Français. Benjamin Duhamel, s'il vous plaît. Fillon a été voté par l'une des chambres, la réforme Touraine par l'une des chambres et la réforme d'Elisabeth Borne. C'est Benjamin Duhamel qui prend la parole maintenant. Merci Madame Hay. Vous pouvez pas dire ça. Merci Madame Hay. Monsieur Duhamel. Ce que j'entends ce matin, c'est juste incroyable. Oui. D'abord, pour ceux qui nous regardent, je pense que là, dans un moment où on parle de risque de sécession démocratique, de manque de contact entre les élus et leurs électeurs, je pense que là, ce qui s'est passé sur ce plateau-là va sans doute aggraver les choses. Moi, j'ai été respectueuse, j'ai pas coupé la parole. En réalité, il y a des sortes d'hypocrisie de part et d'autre, parce que vous, Madame Evren, qui effectivement mettez en avant la question du 49.3, alors même que c'est précisément parce que des gens chez vous qui normalement en toute logique auraient dû soutenir cette réforme. Mais là vous êtes dans la posture politique. Là vous êtes dans la posture. Je suis désolée. Moi les comptes je les connais mieux que vous. Il y avait suffisamment de voix pour faire voter le texte. Ils n'ont pas pris le risque parce qu'ils craignaient. Il y avait une forme de défiance vis-à-vis de certains députés et qu'il y a 3 horizons qui ne votaient pas. Mais non, mais arrêtez d'être dans la posture politique. Horizon, il y en avait 3 et un chez le Modem. Ça ne suffisait pas. Donc vous assénez des certitudes. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous. Éric Ciotti a fait le job. Éric Ciotti avait fait le job. Sauf qu'ils n'ont pas pris le risque. Ils n'ont pas pris le risque, en effet, et que peut-être certains chez nous ont poussé au 49.3 parce qu'ils ne voulaient pas qu'on affiche nos divisions. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que vous voulez bien le laisser finir? Mais oui, bien sûr. Alors dans ce cas-là, ce que je dis, et je vous redis ici. Oui, mais juste, si on peut aller chacun au-delà d'une phrase, ça aide à la compréhension. Ce que montraient les comptages, notamment que BFM TV et le service politique avaient pu faire, c'est que, alors vous dites qu'il y avait une possibilité que ça passe, honnêtement, ce n'est pas ce que nous disions, et notamment le matin même du vote. Donc, premier élément, il y a eu à minima des députés les Républicains qui, pour le moins, mais vous avez raison, chez Horizon, il y en avait 3. Vous avez raison. Enfin, c'est pas les mêmes proportions. Dites-le, ça fait partie de la majorité. Il y avait beaucoup de doutes au sein de la Macronie aussi. Madame Hay, quand on vous écoute, on a le sentiment que c'est toujours la faute des Républicains. Non, mais Madame Hay, quand on vous écoute, on a le sentiment que ce qui se passe depuis jeudi, il n'y a absolument aucun sujet. C'est à peu près au diapason des prises de parole de la majorité qui, au fond, ont le sentiment que c'est seulement de la faute des Républicains, seulement de la faute des syndicats qui n'ont pas compris la réforme, et qu'en réalité, ce 49.3 est une sorte de lettre à la poste. Et Monsieur Guiraud, pardon, quand on vous écoute de la même manière interroger sur la question des attaques sur les parlementaires, et que vous dites au fond, mais c'est une sorte de réponse à la violence démocratique du 49.3. Mais cette équivalence, c'est très dangereuse, parce que dans ce cas-là, comment dire, qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire que vous dites au fond, c'est un petit peu comme quand les syndicats disaient, mais Monsieur Macron, on vous avait prévenu. C'est-à-dire au fond comme si l'usage du 49.3, aussi critiquable soit-il, et ça c'est pas à moi de prendre d'avoir un avis sur ce sujet, méritait qu'il y ait une forme de réaction aussi excessive soit-elle. Et de la même manière, quand chez vous, on continue à justifier les coupures de courant chez un certain nombre d'élus, même dans leur domicile, eh bien, on peut s'interroger si ces prises de position-là ne déculpabilisent pas un certain nombre de personnes qui, désormais, peuvent considérer qu'il est logique. Il y en a pour tout le monde. J'ai même cru qu'il y en aurait pour moi à un moment donné, mais heureusement, il s'est arrêté à temps. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat. À tout de suite. David Guiraud, vous allez voter donc la motion de censure déposée par Lyotte. Oui, moi je tiens à dire que cette réforme, elle est morte. Elle est morte. C'est fini pour la réforme. La motion de censure peut faire en sorte que ça se passe bien. C'est-à-dire que s'il y a une motion de censure, dans les institutions, bon, le gouvernement va tomber, peut-être qu'il y aura une dissolution, peut-être qu'il va changer de gouvernement et juste retirer la réforme, mais ça peut encore bien se passer. Mais par contre, dans le pays, vous avez 27 millions de salariés qui veulent pas de cette réforme. Et vous le voyez sur les piquets de grève. Vous voyez dans les manifestations, vous les voyez dans des manifestations citoyennes aussi, parce que vous avez les salariés, puis vous avez tous ceux qui sont à côté, les jeunes, les plus anciens, qui sont solidaires de ces salariés-là, qui vont prendre en pleine tête les 2 ans. S'il n'y a pas de motion de censure, ça va mal finir. J'avertis sur ça. C'est pas un plaisir, hein, mais ça va mal finir, parce que vous le voyez sur les images que vous diffusez depuis ce matin et depuis quelques jours, c'est en train de se raidir, d'accord? Donc moi, j'appelle les gens à voter la motion de censure, y compris les Républicains. Pas forcément parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec la loi, mais parce qu'on ne peut pas tolérer
qu'une loi aussi importante ne puisse pas être votée au Parlement. Et aujourd'hui, il y a eu aucun vote à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, c'est une défense de l'institution parlementaire dans une 5e République qui, je trouve, moi, va mal. Moi, je veux la changer. Mais au moins ça permettrait de faire en sorte que les choses se déroulent à peu près bien et qu'on revienne à la paix et au calme dans ce pays. Alors, il faut expliquer quand même que depuis jeudi soir, les actions coup de poing se multiplient, des manifestations spontanées. Et en réalité, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que c'est un conflit qui ressemble à aucun autre jusqu'ici. Les syndicats réussissent au fond à occuper le terrain entre chaque grande journée de manifestation, puisque la prochaine n'est prévue que jeudi, vous le savez. Mais d'ici là, il y a des opérations, et notamment, et ça commence à inquiéter aussi les automobilistes, du côté des raffineries où les blocages se poursuivent. Alexis Pluyette, vous êtes devant une station-service de Marseille. Les Bouches-du-Rhône, elles sont l'un des départements les plus touchés par cette pénurie ce matin. Oui, absolument. Vous le voyez, ces files d'attente qui s'étendent sur des centaines de mètres, des dizaines d'automobilistes, alors que cette station, vous le voyez peut-être, elle est à sec depuis hier. Il n'y a pas une goutte de carburant, mais malgré tout, les gens un petit peu désespérés, espèrent qu'un camion-citerne arrive. Et normalement, nous dit-on, il doit arriver, mais on ne sait pas exactement quand. Donc c'est un petit peu confus et c'est un petit peu dangereux parce que du coup, ça déborde sur l'autoroute A50 à la sortie de Marseille. Du coup, la police est là pour sécuriser les lieux, mais en tout cas nous avons rencontré des automobilistes qui sont là depuis 3h30 ce matin, parfois 5h ce matin, beaucoup qui ont fait une dizaine de stations-service dans Marseille pour trouver de l'essence, mais impossible de trouver du carburant ce matin, et donc ils attendent ici en espérant le miracle, peut-être en espérant donc que le camion-citerne tant attendu arrive tout à l'heure. Donc cette situation un petit peu bloquée, statique depuis quelques heures. Nous avons essayé ce matin avec le Labaille nous-mêmes de trouver de l'essence. Nous n'en avons pas trouvé. Donc c'est pour vous dire la situation très compliquée en ce moment à Marseille pour trouver de l'essence. Ça touche théoriquement un quart des stations-service, mais en tout cas dans l'hypercentre de Marseille, on a vraiment l'impression que c'est un peu plus et qu'il n'y a pas une goutte de carburant ce matin dans Marseille. Merci beaucoup Alexis Pluyette. Voilà pour les perturbations. Maintenant, que disent les Français? Bernard Sananès. Bonjour Bernard. Bonjour Maurice. Président de l'Institut ELAB. Sondage publié ce matin pour BFM TV. Le constat est accablant pour l'exécutif, il faut bien le dire. D'abord, pour ce qui concerne la fameuse motion de censure, les Français ne votent pas, mais enfin, s'ils votaient, voilà ce qu'ils disent. Et en tout cas, ils souhaitent que cette motion de censure soit approuvée. On voit bien que la crise politique trouve une résonance dans l'opinion. Elle n'est pas que dans l'enceinte parlementaire. 7 Français sur 10, c'est très important. 30%, ils sont opposés, il faut également le rappeler. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les catégories socio-professionnelles, des cadres aux ouvriers, des employés des professions intermédiaires, sont favorables à l'adoption de cette motion de censure. Et je voudrais faire 2 zooms qui sont très importants, y compris pour le vote de cet après-midi. Le premier concerne les électeurs de droite, ceux qui ont voté Pécresse, ceux qui se disent sympathisants de droite. Ils sont partagés à 50-50. Et donc on va voir cet après-midi si ça a eu ou pas une influence sur le vote des députés LR. Est-ce qu'ils se sont fait engueuler ou pas dans leur circonscription par rapport à cette motion de censure? La deuxième, c'est que le socle électoral d'Emmanuel Macron commence à être effrité. On a plus d'un tiers, 37% exactement, de ceux qui ont mis un bulletin Macron dans l'urne au premier tour, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement le socle électoral, qui souhaitent que la motion de censure soit adoptée. Attendez, il y a 37% des électeurs de Macron au premier tour veulent que le gouvernement d'Elisabeth Borne soit renversé. Tout à fait, et qui ne sont pas d'accord avec la réforme des retraites. On le voyait déjà depuis quelques semaines. Alors, il faut noter aussi que, au-delà de la motion de censure, les Français veulent le départ d'Elisabeth Borne. Oui, dans les mêmes proportions, effectivement. Elisabeth Borne, pour l'instant, en tout cas aux yeux de l'opinion, n'a pas réussi à convaincre du projet de réforme. Elle n'a pas réussi non plus à faire l'alliance politique. Elle n'a pas réussi à traduire ce que Emmanuel Macron s'était engagé de faire pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire gouverner d'une autre manière, gouverner autrement. Même si on le voit dans la dernière question de cette enquête, les Français considèrent d'abord et avant tout que c'est Emmanuel Macron qui apparaîtrait comme le grand perdant de cette séquence. Ce qui est intéressant avec les enquêtes d'opinion, c'est que ça permet de connaître l'état d'esprit des Français. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Je dirais que le sondage de ce matin montre en tout cas qu'on n'est peut-être pas loin d'un point de bascule dans l'opinion. On est passé d'un mécontentement fort, d'une opposition à la réforme sur le fond,
a une vraie colère. Quand on demande aux Français par rapport au 49.3, quel est le mot qui vous vient à l'esprit, voilà, c'est la colère qui domine, 68%. Ils ne sont que 8% à dire satisfaction, 24% qui sont indifférents. Donc on savait que la réforme était impopulaire. Le 49.3 a pu jouer comme un catalyseur. Il peut jouer comme un catalyseur sur la crise politique, il peut jouer comme un catalyseur aussi sur la grogne sociale, puisqu'on le voit bien, il pourrait redonner de l'oxygène à des mobilisations qui jusqu'à présent avaient été importantes, mais n'avaient pas non plus réussi à bloquer le pays. Avant de voir la suite de votre sondage, Nadia, quel est votre premier commentaire lorsque vous voyez ces résultats? Bon, c'est dur hein, pour la majorité, je le disais, pour l'exécutif. Mais est-ce que c'est pas, au-delà de ça, surtout extrêmement inquiétant? En fait, ce que révèle le sondage que vous venez de publier, c'est tout simplement aussi la popularité de cette réforme. Ça va finalement avec ce que nous avons eu comme sondage jusque-là sur la popularité de la réforme. Donc, moi, je ne suis pas surprise finalement du sondage que vous avez fait maintenant. Est-ce que la question, c'est de savoir est-ce que cette réforme est populaire? Manifestement, non. Et contrairement à ce que disait M. Duhamel, nous écoutons, nous entendons, nous ne sommes pas sourds et nous savons exactement ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'il faut pour autant la faire? La réponse est oui. Parce que, là aussi, je ne vais pas vous ressortir tous les arguments que nous avons eus pendant tous ces derniers mois pour expliquer pourquoi nous souhaitons absolument à ce qu'elle passe. Et aujourd'hui, il va y avoir le vote d'une motion de censure et on aura le résultat. Et quand le président dit c'est à la démocratie de s'exprimer, eh bien, elle s'exprimera tout à l'heure sur la motion de censure. Nos institutions sont plutôt bien faites et contrairement à M. Guiraud, nous ne les choisissons pas à la carte. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, au fond, l'équilibre des comptes des retraites justifie tout. Ça veut dire qu'au fond, ce que vous nous dites ce matin, c'est que c'est plus fort et plus important qu'une crise politique majeure, qu'une crise sociale majeure, qu'une colère qui s'exprime à 68%. Honnêtement, je vous assure que la question se pose. Vous balayez cela d'un revers de main. Est-ce qu'au minimum... Monsieur Toussaint. À l'instant, c'est l'impression que j'ai eue. Non, oui, mais arrêtez d'avoir des impressions et plutôt écoutez ce que je suis en train de vous dire. Permettez-moi d'avoir une impression. Nous ne balayons pas d'un revers de main. Mais non, si, vous dites, non, et il faut continuer. Non. Au moins, la question se pose, non? Non, mais est-ce qu'à force de renoncement, voilà à quoi nous assistons aujourd'hui? Des décisions urgentes, nécessaires, qu'il faut prendre. Et oui, qui demandent du courage, je vous le confirme. Et donc, nous avons le courage de mener cette réforme. Pourquoi, Monsieur Toussaint? Tout simplement parce que dès 2023, nous avons un trou de 2 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Oui, mais il faut l'entendre. Il faut aussi ça fait 2 mois comprendre pourquoi nous souhaitons absolument passer cette réforme. C'est pas une forme d'entêtement. C'est justement parce que nous pensons qu'elle est nécessaire. C'est un choix. Et vous savez, Monsieur Toussaint, c'est un choix qui s'oppose totalement à ce que porte aujourd'hui l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire, non mais je termine parce qu'il faut savoir pourquoi nous. Je vous ai pas parlé de la France insoumise. Non mais moi je vous explique. Moi c'est pas grave, c'est ma réponse aussi, c'est de vous dire que de toute façon, nous ne voulons pas soumettre nos pensions de retraite aux aléas du marché. Nous ne voulons pas les soumettre au système capitaliste. Et ensuite Sébastien Chenu sera avec nous. On va continuer le débat. Vous inquiétez pas. Laurent. Juste un mot et ça va être extrêmement court. Il y a les épreuves du bac qui commencent aujourd'hui et ce à quoi on est en train d'assister pourrait faire l'objet d'une question au bac de philo. Peut-on faire le bonheur des gens contre leur gré? Parce qu'au fond, c'est ce que l'on entend dans la majorité. Attendez, je vais finir ma phrase, moi aussi, merci, puisque vraiment, en plus, ce que je dis n'est pas contestable. Lorsqu'on dit « cette réforme est indispensable », tout le monde est contre. Les gens veulent pas travailler 2 ans, mais c'est indispensable. Je le fais pour vous. Je fais votre bonheur contre votre gré. C'est un vrai sujet de philo, reconnaissez-le. Est-ce qu'on peut faire le bonheur des gens contre leur gré? Je livre ça à votre sagacité. Non, mais pas indispensable. C'est ce que nous, ce que souligne Laurent, c'est que c'est au fond la problématique proposée par le gouvernement. Mais elle n'est pas vraie. Vous ne le savez pas. Ça, on a compris, vous n'étiez pas d'accord. C'est pas ça. Mais je vais faire votre bonheur contre votre gré. On vous dit que c'est la façon dont c'est présenté. J'entends ce que vous dites, mais je tiens à rappeler que ce que dit Madame Hay, ça n'est pas vrai. D'accord? Il manque 2 milliards d'euros. Alors elle a fait une erreur parce que bon, ça arrive souvent. C'est pas dans les caisses de l'État, c'est dans les caisses de la sécurité sociale. Quand vous avez fait la défiscalisation des heures sup, c'était les caisses de la sécurité sociale. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Les caisses de la sécurité sociale, c'est pas les caisses de l'État. Ah bah non, c'est pas les mêmes, non? C'est pas les mêmes, mais c'est les caisses de l'État. Enfin, attendez, qu'est-ce que vous racontez, Madame Hay? Mais quand l'État vient renflouer les caisses de la sécurité sociale, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre système de retraite, c'est pas les caisses de l'État qui renflouent? Mais l'État, il est pas en déficit de 2 milliards. Non, mais ne détournez pas ce que j'ai dit. Mais Madame Hay, je vous dis
que le paiement de nos pensions de retraite, c'est 2 milliards d'euros où l'État doit intervenir pour renflouer les caisses. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un système qui s'autofinance par lui-même. Mais quelqu'un a des rames pour madame. Et que vous souhaitez, le soumettre aux dividendes des entreprises, aux impôts des entreprises et donc au système capitaliste, le même système que vous dénoncez, M. Guiraud. Soyez très honnête que vous faites une petite erreur. Ne détournez pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas une erreur, c'est pas vrai. Il vous faut des pagaies là. Non, non. Donc moi, je vous dis juste que les 2 milliards de déficit dont vous parlez sur la sécurité sociale, ce sont vous qui les avez créés, puisque l'année dernière, mais ça on en a déjà parlé il y a quelques mois, vous vous en souvenez, l'année dernière, vous avez fait la défiscalisation des heures supplémentaires qui ont fait quoi? Creuser un trou de 2 milliards d'euros par an au régime de la... Excusez-nous d'avoir donné plus de pouvoir d'achat à nos concitoyens. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Oui. Moi, je veux pas relancer le débat. Je dis juste que vous faites des choix politiques. Quand vous transformez le CICE en exonération de cotisation sociale, à l'époque, on vous avait dit, ne faites surtout pas ça, c'est pas bon pour le régime de la Sécu. Vous l'avez fait, c'est 20 milliards d'euros de moins par an pour la sécurité sociale. Le coût du travail. Ça n'a pas du tout allégé le coût du travail, qui fait qu'aujourd'hui, on a un chômage à un peu plus de 7%, monsieur Guiraud. Ce sont des choix, vous avez raison. Ce sont des choix. Mais ce sont des choix qui vous contredisent aujourd'hui sur les résultats économiques. Le résultat de ce choix, si je peux me permettre d'en placer une, le résultat de ce choix, c'est que les entreprises qui touchent ces aides, c'est les entreprises, majoritairement, du CAC 40. Donc elles n'en ont pas besoin. Par exemple, moi je pense que Total ou que L'Oréal n'ont pas besoin de ces aides-là qui font du mal au régime de la sécurité sociale. Sébastien Chenu est en direct avec nous, pardonnez-moi, mais il nous attend depuis plusieurs minutes et je le remercie d'avoir patienté en direct de l'Assemblée nationale, député du Nord du RN. Bonjour Sébastien Chenu. Votre choix est donc fait, hein. Vous allez voter 2 motions aujourd'hui à l'Assemblée, la vôtre et celle de Lyotte. Oui, nous l'avons dit, nous allons voter les 2 motions de censure consécutivement parce que nous nous sommes guidés par l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire la nécessité de faire tomber cette réforme des retraites, de censurer le gouvernement, de voir Madame Borne partir avec sa petite réforme des retraites sous le bras. Et pour cela, nous allons évidemment voter la motion de censure que nous déposons, les députés du Rassemblement national, j'allais dire par devoir, par nécessité, par loyauté envers ces millions d'électeurs qui nous font confiance. Et puis nous allons voter celle du petit groupe Lyotte que les Français ont découvert, petit groupe de députés qui viennent de différents horizons politiques et qui vont agréger probablement bien au-delà de ces horizons politiques. Et nous allons apporter nos voix parce que évidemment une motion de censure ici à l'Assemblée nationale ne pourrait pas passer sans les voix du Rassemblement national. Donc si on veut avoir une chance de voir une motion de censure passer aujourd'hui, il faut avoir les voix du Rassemblement national. Donc nous apporterons nos voix à la motion déposée par ce groupe de députés centristes. Oui. Néanmoins, on le sait, ça va être très difficile d'atteindre la majorité. D'ailleurs, ce matin, Marine Le Pen a fait un appel du pied, en quelque sorte, aux députés LR, en leur disant que s'il y avait une prochaine dissolution, le Rassemblement national ne proposerait pas de candidat contre ces députés LR qui voteraient la censure. C'est bien cela? Alors, plusieurs choses. La première, vous dites, ça va être dur de trouver une majorité. Rappelez-vous, il y a 8 jours encore, je crois, Madame Borne nous disait « Je dispose d'une majorité solide sur ce projet de loi ». On a vu ce que ça a donné. Elle n'avait tellement pas de majorité qu'elle a déclenché un 49-3. Donc, vous savez, ce qui est valable il y a quelques jours, il y a quelques heures, ne le sera peut-être pas en fin de journée. Moi, j'étais en circonscription tout le week-end et comme beaucoup de mes collègues, je pense que j'ai entendu ce que les Français nous disent. Je le dis d'ailleurs, par exemple, il y a des députés centristes dans le Nord, du côté de Cambrai ou de Valenciennes, qui pour l'instant ne voulaient pas voter la motion de censure. Je pense que s'ils ont été à l'écoute de leurs électeurs, ils doivent revenir à Paris aujourd'hui, voter cette motion de censure. Et évidemment, ceux qui feront cet effort, et on le sait, les Républicains, il y a dans le groupe des Républicains quelques gens courageux. Il y a beaucoup de lâcheté à la direction des Républicains, mais quand vous allez voir les députés de base des Républicains, il y a des gens courageux. Eh bien, nous leur disons que si ils unissent leurs efforts à ceux des oppositions sur cette motion de censure, on leur demande pas de faire autre chose, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de partenariat, eh bien nous serons prêts aussi à leur renvoyer quelque part l'ascenseur, c'est-à-dire on ne présentera pas de candidats contre eux à une élection législative anticipée si Emmanuel Macron décidait de dissoudre. Si on peut compter sur eux, il est normal qu'ils puissent aussi compter sur nous à ce moment-là. Sébastien Chenu, encore une question. Il y a une ambiguïté depuis jeudi soir sur l'objet de ce vote aujourd'hui. C'est un vote contre la réforme des retraites ou c'est un vote contre le gouvernement d'Elisabeth Borne ?
c'est un vote contre la réforme des retraites portée par ce gouvernement. Donc ce que nous souhaitons, c'est bloquer cette réforme des retraites. C'est ça la priorité. Il se trouve qu'il est porté par le gouvernement. Donc le gouvernement tombera si aujourd'hui la motion de censure est votée. Mais l'important, l'intérêt, c'est que cette réforme des retraites ne soit pas votée, n'aille pas jusqu'au bout. Et la seule façon finalement d'émettre un vote aujourd'hui, c'est de voter la censure. Parce que, vous l'avez vu, la LFI en particulier, la NUPES, ont une lourde responsabilité en ayant empêché qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Ils ont bloqué les votes. Si on avait pu voter il y a 15 jours, et si on n'avait pas subi les 20 000 amendements de la France insoumise, aujourd'hui il n'y aurait plus de réforme des retraites parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter le texte. Donc ils nous ont fait perdre du temps. On arrive à cette motion de censure. C'est quelque part la dernière chance pour bloquer le texte. Donc allons au-delà des divergences politiques. Faisons tomber ce gouvernement et faisons tomber surtout cette réforme des retraites inique. Merci Sébastien Chenu, merci pour votre intervention ce matin en direct sur BFM TV. Bernard Sananès, il y a une particularité dans ce conflit social, l'opinion n'a pas bougé. En général, quand ça dure 2 mois en plus, il y a des mouvements. Le soutien baisse, voilà, la lassitude, la résignation, au contraire la colère. Là, c'est quand même fou. Oui, on a 2 indicateurs et j'ai repris ce qui s'était passé par exemple en 2019 dans la première tentative de réforme, l'approbation de la mobilisation, elle avait baissé de 18 points en 3 mois. Là, 2 mois et un peu plus de 2 mois après la présentation du projet le 11 janvier, vous avez tout à fait raison, on est au même niveau, à la fois pour l'opposition à la réforme, c'est une chose, mais aussi pour l'approbation de la mobilisation. Il y a une raison à cela, c'est d'abord que les syndicats ont réussi à continuer la mobilisation sans se mettre à dos l'opinion jusqu'à aujourd'hui en tout cas. On verra si, ce n'est bien sûr pas de la responsabilité des syndicats, si les dérapages qu'il y a eu sur certains cortèges font basculer certaines personnes. On verra aussi si la question du bac, on a vu que les syndicats sont tout de suite mis à distance de la question du bac. Dans le passé, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des tentatives de conséquences sur le bac et que ça a été très mal perçu par l'opinion. Mais pour l'instant, le soutien reste intact, il n'y a pas de phénomène de lassitude. Je rebondis un instant sur ce que nous disait David Guiraud il y a une quinzaine de minutes au début de cette demi-heure. Il nous disait, au fond, cette motion de censure, c'est le dernier moyen pour que ça se passe bien. On va être honnête, Laurent Neumann, on a très peur que ça se passe mal. Les prochains jours, c'est plus tellement la réforme des retraites là qui est en jeu. Là, c'est le climat social. On en est là. Ce qui me fascine, c'est que tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Quand vous discutez, je le fais régulièrement, tous les jours, avec les leaders syndicaux, depuis plusieurs semaines, ils alertent. Souvenez-vous de la lettre qu'ils avaient envoyée à Emmanuel Macron, où il parlait du risque d'une situation explosive. C'est-à-dire tout le monde est inquiet, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de train qui est lancé sur les rails et qui va à 200 km/h contre un mur. Évidemment, ce soir, il y a de fortes chances que cette motion de censure soit rejetée. Si c'est le cas, le texte est mécaniquement adopté. Et donc, dans la foulée, on va sans doute avoir une prise de parole du président de la République pour nous expliquer d'ailleurs que le cheminement démocratique a eu lieu et qu'il est temps de passer à la suite. Et moi, ce que j'entends chez les syndicats, c'est qu'ils n'ont absolument pas l'intention de passer à la suite. C'est dans le sondage de Bernard. Bien sûr. 45% des Français veulent que le mouvement se durcisse. Oui, bien sûr. On en est là. Bien sûr. C'est vrai que c'est une hypothèse, effectivement, que ce soit le non-vote de la motion de censure redonne de l'espace à la mobilisation sociale et qu'il y ait une forme de coagulation entre la mobilisation, j'allais dire, des samedis, celle qu'on a connue par exemple avec les Gilets jaunes, et la mobilisation des jeudis, celle ou des mardis, celle qui a animé le mouvement social. C'est un vrai risque pour l'exécutif. Finalement, même s'il échappe à la motion de censure ce soir, la crise politique et sociale n'est sans doute pas terminée. Juste un mot quand même, disons-le, si la motion de censure est rejetée, ça voudra dire qu'il n'y a pas de majorité alternative à la majorité... 10 secondes, Sacha. Je peux répondre. Enfin, moi, je ne sais pas, il s'est dit des choses, je ne peux pas répondre. Non, mais juste. C'est vrai que vous parlez très peu depuis que vous êtes sur ce plateau, on vous a quasiment pas entendu. À force de souffler sur les braises, après on s'étonne que le feu prenne. C'est exactement ce que vous avez fait depuis maintenant des semaines et des mois. Vous avez installé ce climat de violence dans les discours, dans les mots et maintenant même dans le cautionnement des actes. Donc vous voyez, vous soufflez sur les braises, après vous étonnez que le feu prenne. Moi je veux juste dire que non mais attendez, juste vous dire que effectivement, est-ce que la réforme n'est pas populaire? Oui, elle ne l'est pas. Mais vous savez, ce week-end,
monsieur, parce que tout le monde est retourné dans ses circonscriptions. Moi, la première. Vous savez, monsieur Toussaint, non mais quand les personnes se plaignent justement des 64 ans et que je leur explique le fond de la réforme, que je leur dis qu'on va créer aujourd'hui... Non mais, attendez, monsieur Guiraud, à chaque fois qu'on parle des avancées sociales de cette réforme, vous coupez la parole, vous ne laissez pas nous exprimer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la réforme, non, effectivement, personne ne sait ce qui est ressorti de commission mixte paritaire. Parce que vous ne laissez pas nous exprimer sur le fond de la réforme. Et que vous alimentez les violences et les colères. En même temps, vous avez dit, pas possible, à force de souffler oui, vous soufflez. Je sais pas quoi. Vous soufflez sur les braises. On peut tous sortir ça s'appelle les braises. Non mais on peut tous sortir son dicton. Oui, bah souffler sur les braises, on fait le feu, voilà. Moi je peux vous dire qui sème le vent récolte la tempête aussi, ça marcherait bien. On aurait tous l'air intelligents de sortir des beaux dictons. Moi je vous dis juste une chose. Nous ne voulons pas de ce climat-là. Nous ne voulons pas de la violence. Mais vous l'avez instauré. Les gens qui font la grève, vous l'avez instauré. Madame, s'il vous plaît. Les gens qui font la grève ne le font pas par plaisir. Les gens qui bloquent l'économie ne le font pas par plaisir. Je n'ai jamais dit ça. Vous savez, c'est pas la fille d'ouvrier que je suis, vous allez me dire ça. Madame, ce qu'il se passe aujourd'hui, il y a une question fondamentale. On ne peut pas gouverner contre son peuple. D'accord ? On ne peut pas gouverner contre son peuple. C'est sûr que d'aller vous devez retenir ça. Selon le vent, vous ça, seriez vrai que fou. Vous n'êtes pas une alternative à Emmanuel fou, Macron. La seule alternative crédible aujourd'hui, c'est celle de l'extrême droite. Moi, ça me glace le sang. Vous, ça a l'air de vous conforter. Vous n'êtes pas une opposition crédible à Emmanuel Macron. Conception du débat démocratique, ce que vous êtes en train de faire. Je vous le dis, la seule majorité républicaine qui peut gouverner, c'est nous. De penser que cette réforme ira au bout. Mettez-vous ça dans la tête. Dites-vous juste une chose. Vous n'êtes pas une alternative crédible. Il n'y a pas de motion de censure. Donc arrêtez. C'est la rue qui vous censurera. Et si c'est pas la rue qui vous censurera, il y aura une majorité alternative qui existera un jour ou l'autre dans ce pays qui retirera la réforme. En 2027, vous avez tout le temps de préparer un candidat. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé. Votre gouvernement, il est cuit. Les carottes sont cuites, c'est fini, on peut passer au dessert, madame. Donc moi, je vous dis juste, nous ne voulons pas de la violence. Nous ne voulons pas de ça. Mais je vous le dis, ça va dégénérer si vous continuez à penser que vous êtes dans la surpuissance et que marchepied à Marine Le Pen et vous le savez. C'est quand même terrible. Et moi, ça me glace le sang. Moi, franchement, ce que vous faites, ça me désole, madame. De parler comme ça au-dessus. Quand on utilise les mêmes techniques que vous, ça vous désole, monsieur Guiraud. Mais non, madame, moi, je vous ai laissé parler. On utilise les mêmes techniques que vous. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Il y a les sondages. Vous respecterez le débat. Donc il y a les sondages. Merci beaucoup à tous. Et puis il y a ce qui se passe aussi. Je suis désolé, mais comme personne ne s'arrête, je suis obligé de... Tout ça, vous remarquerez quand même qu'il y a un petit problème du point de vue de la majorité. C'est bien la première fois, monsieur Guiraud, et ça vous énerve. Je dis juste, madame, on se retrouve dans quelques instants. Les piquets de grève ce matin que j'ai vu. Respectez-nous, on vous respectera, monsieur Guiraud.